Bonsoir. L'Algérie aura bientôt un nouveau code des investissements, le dernier datant de 2016. Les opérateurs l'attendent de pied ferme. Une première mouture suscite déjà le débat entre opérateurs, experts et pouvoirs publics par presse interposée. Le projet de loi est examiné au niveau du gouvernement. Il a été renvoyé à plusieurs reprises pour enrichissement et réexamen par le président de la République. Avant son adoption par les deux chambres du Parlement, nous allons tenter d'en savoir davantage ce soir avec nos invités. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre parle d'une révision profonde, avec bien sûr une prise en considération des préoccupations des investisseurs, suppression du CNI, mise en place d'un guichet unique et bien d'autres. Aussi cette promesse de la pérennité des lois futures à travers une stabilité du système juridique de l'investissement pendant au moins une décennie. Le ministre de l'Industrie, qui donne un échéancier pour bientôt en juin prochain, évoque pour sa part le retour impératif du climat de confiance. Les intentions sont bonnes, la volonté politique y est. Quid maintenant de la réalité du terrain? Les opérateurs économiques estiment qu'on n'a plus le droit de perdre du temps avec des questions comme la convertibilité du dinar, la promotion de l'export, le foncier industriel, la réforme bancaire, pour la simple raison que l'Algérie est en train de perdre des parts de marché à l'international. L'émission de ce soir est intitulée « Nouveau code des investissements. Quelle perspective ?» Bienvenue dans Insight. Voici notre plateau pour ce soir. Nous recevons Mansaf Bouderba, chef d'entreprise, consultant pour les organisations patronales. Monsieur Bouderba, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de votre invitation. C'est à nous de vous remercier. Sidali Betata, consultant technique I2B, le promoteur de la plateforme Algeria Invest. Monsieur Betata, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Plaisir de vous recevoir. Et comme tous les mercredis, Nordine Azouz du quotidien Reporter. Nordine, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Alors, qu'a-t-il de particulier ce nouveau code des investissements? C'est vraiment la première question que j'ai envie de vous poser pour carrément ouvrir le débat. Oui, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le cadre juridique actuel, la loi de 2016, est jugé comme étant complexe et manque de lisibilité. La raison principale de ce constat, c'est que, outre la loi de 2016, il y a toute une batterie de textes à travers la loi de finances qui complètent l'arsenal juridique régissant l'investissement. Donc, en fait, c'est ça qui fait que les opérateurs font ce constat. Donc, de mon point de vue, sans rentrer dans les détails techniques des dispositions du projet de code d'investissement, je dirais que l'essentiel, c'est qu'il soit transparent, il soit lisible. Et je sais qu'à travers le projet qui est en circulation et à travers ce qu'on lit à la presse, il se propose de remettre de l'ordre dans le cadre juridique qui régit l'investissement afin de répondre aux objectifs des pouvoirs publics, à savoir la relance de l'économie nationale et la diversification des investissements. Alors, Mansaf Bouderba, la particularité par rapport au précédent, et y a-t-il vraiment des points de discorde à ce stade-là? En fait, quand on fait des codes d'investissement, on prend toujours en considération ce qui a été fait auparavant. Et c'est un examen de la situation antérieure, n'est-ce pas, avec ses faiblesses, ses lacunes, et bien sûr, on se projette dans les potentialités à capter à l'avenir. Ça, c'est très important. Donc, nous, les organisations patronales, nous avons été consultés sur ce code des investissements. Nous avons fait des propositions intéressantes, concrètes, qui mettent, disons, le paquet, si vous permettez l'expression, sur les réformes, n'est-ce pas, que doit faire notre économie pour passer d'une économie rentière, dans laquelle nous sommes installés depuis maintenant beaucoup d'années, malheureusement pour l'Algérie, à une économie de performance, avec des résultats concrets, secteur par secteur. Et dans cette perspective prometteuse que nous propose le gouvernement, comme vient de le dire M. Betata,
c'est, n'est-ce pas, d'identifier, j'insiste lourdement, sur les secteurs porteurs en Algérie. Et quand on a fait ce travail sur nous-mêmes, cette identification de ce qui peut rapporter de l'argent à l'Algérie. Parce que c'est ça la règle dans l'économie, c'est non seulement d'enrichir le pays, mais d'enrichir sa population. Il y a donc un double, disons, objectif à atteindre, et je pense qu'une clarification, une réforme profonde, n'est-ce pas, des textes de loi qui sont actuellement en vigueur à ce jour d'aujourd'hui, mérite toute notre, n'est-ce pas, considération, toute notre attention pour ne pas, justement, commettre les erreurs que nous avons faites dans le passé. Parce que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas uniquement d'adopter un code des investissements. C'est un code des investissements réparateur des défaillances que nous avons, n'est-ce pas, fait l'objet dans le passé. Et surtout applicable sur le terrain. Dans plusieurs secteurs. Et c'est à partir de là, une fois que nous avons clarifié les choses, que nous avons identifié, n'est-ce pas, ces lacunes, et que nous avons apporté, comme a dit M. Betata, les solutions à ces problèmes, c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement obtenir un saut qualitatif, consolider notre économie, la diversifier et aller vers des secteurs porteurs avec une valeur ajoutée à très court, moyen et long terme. Parce que là aussi, le facteur temps est très important, monsieur Lahari. Alors, je vais donner la parole à Nourdine, journaliste, presse. On suit un peu ce débat, point de discorde carrément, peut-on le dire. Alors, quel est votre premier commentaire ? Alors, mon premier commentaire, c'est de tenter de répondre à votre question, qu'est-ce qu'il a de spécial ce code d'investissement ? Alors, d'abord, un éclairage chronologique. C'est un texte qui est passé en Conseil du gouvernement en début d'année. Ensuite, il a été retoqué à 2 reprises en Conseil des ministres depuis mars dernier. Donc, c'est un texte qui est en cours de préparation et qui devrait entrer, être publié, si l'on croit les déclarations de chef de l'État la dernière fois, dans un mois. C'est vrai que le ministre de l'Industrie a parlé d'une possible publication du texte en juin prochain, mais je pense que ce délai va être réduit si l'on tient compte du fait de l'importance de la parole présidentielle sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial encore ? C'est un texte qui, théoriquement, devrait d'abord répondre plutôt à des formulations et de revendications des opérateurs en eux-mêmes, qui se plaignent d'un climat d'investissement extrêmement contraignant, parfois bloquant, et qui répond aussi à un constat fait par les institutions et par le gouvernement lui-même. Le climat politique, économique aujourd'hui n'est pas attractif, n'est pas au niveau des ambitions que l'on voudrait exprimer sur le terrain et les assumer. Donc ce texte-là, en fait, pour répondre d'une manière technique, est là pour apporter des correctifs au code de 2016. Le code de 2016 qui lui-même, en fait, est tributaire en grande partie de la fameuse loi de 2009. Oui. Et c'est la fameuse loi de 2009 qui, par les dispositions qu'elle contient, au lieu de fluidifier un petit peu le climat des investissements, au lieu de faciliter l'action des opérateurs sur le terrain, a créé un certain nombre d'écueils, voire d'obstacles. On pourrait en parler tout à l'heure. La loi 51-49 si le temps nous le permet, il y a tellement de choses justement à traiter la loi dans ce code. 51-49 qui théoriquement est extirpée par le code de 2016, mais qui en réalité est encore en application, on pourrait en parler. Ça, c'est crucial pour les IDE, si vous permettez. Absolument. Attention, donc voilà. crucial. Ce texte, qu'est-ce qu'il a de spécial ? C'est de venir apporter des correctifs et puis améliorer le champ de l'investissement et l'action de l'entreprise pour l'économie du pays. Alors, il y a quelques points sur lesquels maintenant nous allons nous arrêter. C'est ce qui prévoit en tous les cas, ce que prévoit ce nouveau code. On parle par exemple de la suppression du CNI. Certains saluent à un moment donné le CNI, d'autres l'ont dénoncé. On parle aussi d'un Conseil national de l'investissement donc qui sera supprimé et son remplacement par un comité interministériel. Concrètement, ça va se passer comment ? Est-ce qu'on a quelques informations là-dessus ? Selon ce que je disais tout à l'heure, de toutes les façons, c'est les échos à travers la presse qu'on a eus et les différents écrits qui circulent. Le remplacement du CNI par
le comité intersectoriel de l'investissement, je pense que ça constitue un pas positif. Cependant, dans la mesure où ce conseil intersectoriel formule des avis techniques qui sont subordonnés à l'approbation du conseil interministériel. Donc c'est un pas de plus encore pour avoir des décisions définitives. Donc je dirais que je m'interroge, pourquoi on ne donne pas ce pouvoir décisionnel au comité intersectoriel directement de prendre ces décisions et de ne pas passer à l'approbation du conseil interministériel. Et là, les opérateurs, les investisseurs vont avoir un gain de temps appréciable. C'est-à-dire réduire les étapes par lesquelles doit passer la décision. Absolument, oui. D'accord. Et il devrait, je complète, et ce comité intersectoriel ne devrait pas continuer à fonctionner comme le CNI. D'accord. Donc, sinon, c'est comme si on n'a rien fait. Absolument. Donc, il y a des missions, il y a 3 ou 4 missions du comité intersectoriel qui me paraissent intéressantes, mais il ne faudrait pas qu'ils adoptent les mêmes missions que le Conseil national de l'investissement, qui s'est en fait un pouvoir de légiférer. Exceptionnel, carrément. Absolument. Voilà, Monsaf Bouderba, sur cette question. Oui, écoutez, un Conseil national des investissements, c'est un conseil d'administration qui doit être ouvert, pas uniquement, comme vient de dire M. Betata, aux différents ministères, c'est-à-dire aux différents secteurs économiques. C'est vrai que tous les schémas précédents, ce sont les mêmes, malheureusement pour notre économie. Si vous voulez faire une rupture dans la bonne gouvernance de notre pays, c'est d'ouvrir ce conseil d'administration aux universités, aux chercheurs et aux entreprises qui sont directement concernées par les décisions qui vont bénéficier. Ça ne veut pas dire que la décision souveraine du gouvernement algérien est remise en cause. Bien au contraire. Elle ne peut être que consolidée. Ce sont des mesures d'accompagnement qui ne peuvent que enrichir les textes de loi et dont ensuite leur application sera plus effective. Mais est-ce qu'on garde à l'esprit l'intérêt de l'opérateur économique qui est celui de lui faciliter la tâche et de lui accélérer les procédures? C'est ça l'intérêt général. Ça devrait être c'est l'objectif principal normalement de ce comité intersectoriel. Oui. C'est ça le conseil d'administration. Oui. Le conseil d'administration, on fixe des objectifs, on fixe des chiffres à atteindre. Alors, je repose ma question autrement. Est-ce qu'on ne va pas tomber encore dans une bureaucratie bis avec ce genre de conseil en remplacement du CNI? Tout dépend de la composante. Si c'est une composante open, ouverte et consolidée, non. Si c'est un remplacement uniquement de nomination des termes, on ne fait des changements que sur la terminologie et non pas sur la composition de ce Conseil national. Il y a aussi les missions, pas uniquement la composition. Attendez, une fois qu'on a la composition, c'est aux membres de ce Conseil d'administration de fixer les objectifs, les missions et les résultats. Et on est comptable de notre réussite ou de notre faillite de ce programme. On est redevable envers les Algériens parce que c'est ça. L'objectif, encore une fois, je le redis, malheureusement pour notre pays, c'est pas uniquement d'enrichir les caisses de l'État. C'est un objectif primordial parce que c'est la consolidation de la stabilité politique de notre pays, mais c'est aussi d'enrichir la population algérienne. C'est ça l'objectif, c'est le challenge du sous-développement. C'est ça, c'est que l'Algérien puisse bénéficier de toutes les richesses qui sont à sa disposition et d'avoir la possibilité d'en créer d'autres avantages. Modenazouz ? Oui, sur le Conseil national de l'investissement, il y a eu un certain nombre de formulations qui vont tous dans le sens du constat négatif du fonctionnement de ce Conseil. Il est désigné davantage comme un outil bureaucratique qu'autre chose. Ces formulations sont venues notamment de la part de l'ancienne présidence du CNES, Ahmed Lahari, qui avait ajouté au CNI le CPE. Mais je pense que celui qui a tué symboliquement, entre guillemets, le CNI, c'est le Premier ministre, quand il était en déplacement à Oran en février dernier, qui avait dit qu'il y avait quelque chose comme 2500 projets qui sommeillaient dans ses tiroirs. Quand vous savez que le CNI ne se prononce que sur des projets qui sont de plus de 5 milliards de dinars, vous imaginez un petit peu le gap et le manque à gagner. Donc le constat est que
le Conseil en lui-même ne fonctionne plus et qu'il faudrait soit le réformer, on verra de toutes les façons comment ça va se passer à la publication de la mouture qui sera soumise au Conseil des ministres du Conseil du Code d'investissement, ou est-ce qu'il sera totalement supprimé? Il y a parmi les opérateurs, comme chez les institutionnels, j'ai parlé tout à l'heure de l'ancienne présidence du CNES, qui milite carrément pour sa suppression. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'il y a, au niveau des institutions qui s'occupent, et des organismes et des organisations qui s'occupent, et de l'organisation et de la régulation de l'acte d'investir, trop d'acteurs, et qu'il y a un embouteillage, et qu'il va falloir faciliter en mettant hors jeu certains organismes, et le CNI à chaque fois revient dans ses déclarations. Oui, il y a un point sur lequel vous souhaitez rebondir. Oui, d'accord avec M. Azouz. Par contre, je suis pas j'exprime une petite réserve sur l'avis du Conseil économique et social, parce que le Conseil national économique et social, c'est un rôle, disons, de proposition. C'est un organisme, Absolument. c'est une force de proposition. La CNI, c'est une force de décision. C'est-à-dire, comme a dit M. Betata, elle doit prendre ses responsabilités. Absolument. C'est là la différence. Donc je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Enfin, ce que... Sur les rôles du CNES. Oui, il n'y a pas d'enchevauchement, pas du tout. Il y a peut-être une envie du CNES de récupérer un certain nombre de prérogatives sur le CNI. Ça, c'est un autre débat. On peut le poser d'ailleurs. Mais le CNI doit, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités. Et comment prendre ses responsabilités? C'est justement en essayant d'introduire un CNI élargi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça lui donnera plus de force dans la prise de décision. C'est ça qui est important. Très bien. Et en même temps, On est d'accord. et en même temps, ça encourage le gouvernement parce que c'est quand même une composante d'universitaires, de chercheurs et de chefs d'entreprise. Plusieurs profils à ou l'intérieur. d'associations patronales qui peuvent effectivement remonter du terrain avec des propositions concrètes. En plus de ce que vient de dire M. Bouderba par rapport à la composante, il y a les missions. C'est ça le plus important. Bien sûr. Il ne faudrait pas que ce conseil ou ce comité ait des missions de pouvoir de légiférer, etc. Il doit se limiter à l'acte d'investir. Exact. Voilà. Prendre ses responsabilités. Absolument. Alors, absolument. autre annonce, toujours dans le cadre de ce nouveau code, le guichet unique, mais pour les grands investisseurs. Alors, que doit-on comprendre? Est-ce qu'il y a que les grands investisseurs qui ont droit à ce guichet unique, les petits non? Et qu'est-ce qu'on veut dire par guichet unique? Comment va-t-il fonctionner? En fait, si vous permettez, oui. Vous souriez. Le code actuel prévoit le guichet unique centralisé. Il le prévoit déjà. Mais donc, ce n'est pas une nouveauté. D'accord. Simplement, le guichet unique, de par sa composante, il doit absolument contenir toutes les administrations concernées par l'acte d'investir. Il ne faudrait pas qu'une fois que le guichet unique octroie une autorisation, il ne faudrait pas que l'investisseur soit confronté, par exemple, à un autre organisme tel que l'environnement ou autre, je ne sais pas. Il doit absolument faire les mêmes démarches, etc. Donc, le guichet unique, c'est une excellente opportunité pour faciliter justement l'acte d'investir pour l'investisseur. Deuxième chose, pardon, c'est Bouderba. Deuxième chose, c'est que j'ai perdu le bout du fil. Alors, on parlait de l'importance de la généralisation aux petits et aux grands investisseurs. Oui, le grand investisseur, voilà. Le projet de code d'investissement, il ne parle pas de grand investisseur, petit investisseur. Il définit carrément ce que c'est qu'un investisseur. Donc, pour le code de l'investissement, le projet, il ne traite que d'investisseur. Il définit l'investisseur. Donc, il n'y a pas de grand investisseur. Maintenant, pour les guichets uniques, le guichet unique, il y a, par exemple, un guichet unique dédié aux IDE. D'accord. Donc, il y a un guichet unique qui est dédié aux investissements. Il se trouve où ce guichet unique pour qu'on explique aux téléspectateurs? Dans un ministère, dans une structure? Non, normalement, c'est au niveau de l'agence. L'ANDI. De l'agence C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. De l'investissement. Tout à fait. L'ex-APSI devenu Andi a offert disons, cet espace. Oui. Non, c'est un espace qui a été créé où il y avait toutes les institutions. Quand vous veniez, parce que les gens confondent, l'ANDI, ce n'est pas uniquement l'organisme qui vous octroie des avantages fiscaux ou parafiscaux. Ce n'est pas uniquement ça.
c'est aussi une plateforme facilitatrice, n'est-ce pas, de l'investissement et de suivi de l'investissement. Et moi qui suis quand même, qui viens du monde de l'entreprise, je peux vous témoigner aujourd'hui très facilement que nous étions confrontés à toutes les structures de l'État. La douane, la banque, l'agence foncière, les impôts, tout le monde était représenté Au niveau du guichet au unique. sein de l'ANDI. Ah, de l'ANDI, Oui, de l'ANDI, c'est ça le véritable guichet unique. C'est-à-dire concrètement sur le terrain, l'opérateur était pris en charge dans toutes les démarches. Dans l'écosystème. Bien sûr, il y avait la décision juridique de l'acte d'investir, avec les avantages qui en découlent, et il y avait son application par les institutions de l'État qui étaient là pour faciliter l'installation, la mise en marche de cet investissement dans des délais retenus par la loi. Donc, les choses fonctionnaient. Bon, un petit peu aujourd'hui, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, le consolider, le remettre, n'est-ce pas, à la disposition de toutes les entreprises et donner la possibilité à tous les investissements d'être logés à la même enseigne et de pouvoir bénéficier de tous les dispositifs que la loi prévoit. C'est ça le guichet Un unique. autre élément, si tu permets. Oui, c'est Sidali par Batata. rapport au délai. Oui. Au délai de traitement. Ça, c'est un impératif. Bien sûr. Si l'administration oui. ne respecte pas le délai qui est imposé dans le traitement des dossiers, c'est un mauvais signal pour Bien sûr. l'investisseur. C'est un très mauvais signal. oui. Donc il faudrait que le délai soit opposable à l'administration, respecter les délais de traitement. Ah oui, Nordine. j'en ai parlé. Et de réponse, Alors, l'idée du guichet unique est une vieille idée qui est antérieure même au texte de 2016. Elle a été institutionnalisée dans le Code d'investissement de 2016 pour être bien assise et pour envoyer des signaux, disons, de garantie, des signaux positifs aux opérateurs. C'est vrai. Si l'on insiste aujourd'hui dans l'actuelle mouture sur le guichet unique, moi, et là je fais de l'interprétation si vous permettez, je pense que c'est par souci, encore une fois, d'affirmation qu'on va vers une mise à jour du dispositif administratif et juridique destiné à organiser et réguler l'acte d'investir. La déclaration récente du chef de l'ANDI, Mustafa Zekara, était claire là-dessus. Il a dit que de toutes les façons, il faudrait que le guichet unique en lui-même assume pleinement ses prérogatives et ses missions. C'est-à-dire que si demain un opérateur arrive et se pointe, pardonnez-moi l'expression, devant le guichet unique, il a toutes les réponses aux questions qu'il veut poser et en même temps toutes les facilités si son dossier est bon. Pas question pour lui d'aller revenir à une quelconque organisation qui est affiliée au Premier ministère ou au ministère de l'Industrie. Donc si on insiste sur ça, c'est que théoriquement, on va vers quelque chose d'assez positif et on devrait assister à un guichet unique qui fonctionnerait en fait selon les demandes express, parce que le temps presse. Et c'est une idée. Si vous parlez du temps, des opérateurs, M. Betata parlait et des du chefs temps, d'entreprise, on ne absolument. peut pas se permettre de réunir tout ce Absolument. comité Absolument. pour tomber dans la réunionnite. Absolument. Non, c'est on des sait tellement délais, il bien faut faire. imposer Voilà, des c'est ça, délais. c'est ça. Des délais de faisabilité, bien sûr. Très bien, vous regardez l'émission Inside sur AL 24 News. Merci de nous rester fidèles, bien sûr, tous les mercredis soirs. On revient dans un instant. Pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, nous parlons du nouveau code des investissements et j'allais vous poser justement la question, messieurs, de cette pérennité des lois qui est promise dans ce nouveau code. On parle de minimum 10 ans, c'est-à-dire que la réglementation va rester stable. Alors peut-on réellement garantir, j'ai pas envie de dire cette chimère, depuis le temps qu'on n'arrive pas à l'appliquer, cette pérennité des lois? Écoutez, Manzar Bouderba. en économie, la gestion du temps est fondamentale. Mais vous savez, les lois de l'offre et du marché, de l'offre et la demande, elles obéissent à des critères qui parfois ne sont pas les bons critères d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Donc cette histoire de 10 ans, c'est une arme à double tranchant. C'est vrai que l'Algérie a souffert d'un manque de stabilité
juridiques et politiques indispensables pour envoyer des signaux, comme a dit notre ami Seazouz, des signaux vers l'extérieur, hein, d'attractivité du marché algérien. Donc, 10 ans, pourquoi 10 ans, je ne sais pas. Généralement, les plans sérieux économiques dans le monde des pays, disons, industrialisés, même les pays émergents, dont l'Algérie devrait s'inspirer, qui sont un petit peu plus proches que nous culturellement et leur état d'économie est la même que la nôtre, enfin offre les mêmes similitudes, je pense que 5 ans est le bon délai. Parce qu'en 5 ans, on peut faire des examens de situation, on peut faire des bilans et on peut apporter des correctifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ça va donner un bon climat des affaires, j'ai envie de dire, quand il y a cette stabilité. Oui, je pense Maintenant, que 5... c'est une question de période. Non, je pense que 5 ans, c'est les délais dits économiquement soutenables. Quand on s'aventure sur des périodes qui dépassent les 5 ans, 7 ans, 8 ans, ça peut être un appel d'air pour tranquilliser nos partenaires étrangers, mais en même temps, ce n'est pas très sérieux. Mais rien n'empêche aujourd'hui le gouvernement de revoir une loi qui devient caduque, qui est... Ah non, si on dit 10 ans, c'est 10 ans. Ouais. Ah non, on Mais respecte. pas pour toutes les lois. Ah ben si vous dites sur le code des investissements, c'est un délai de 10 ans, on ne touche plus. Par contre, si vous dites 5 ans, on peut apporter un correctif. On peut apporter des correctifs qui devraient prendre en considération les changements, parce qu'en 5 ans, il y a des Beaucoup de choses évoluent. Oui, il y a des changements économiques. Regardez, il y a la guerre, il y a le conflit en Ukraine C'est ça, qui il y a toujours des aléas, des impondérables qui peuvent se manifester, qui peuvent donc bouleverser le champ économique de l'Algérie, et donc les priorités peuvent être inversées. Donc il faut faire attention. La gestion du temps, elle est fondamentale, et je pense que la prudence pour les 5 ans, à mon avis, à mon humble avis, est la meilleure. Maintenant, si la décision est prise par la plus haute autorité de notre pays pour 10 ans, pourquoi pas? Mais attention, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Oui, sur cette moi, de mon point de vue... Histoire de période. Oui, le plus important, c'est la stabilité. Oui. La stabilité indépendamment de la durée. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça. Le pouvoir de légiférer, c'est un pouvoir régalien de l'État. Donc, on ne peut pas, à travers une loi, faire obstruction à ce pouvoir. Je m'explique. Les investisseurs, ce que cherchent les investisseurs, c'est la stabilité des conditions dans lesquelles il a réalisé son investissement. Maintenant, si un investisseur il réalise son investissement, il fait ses calculs économiques, etc., donc il dégage ses bénéfices, etc., et maintenant, en cours de route, on lui dit, on change les règles du jeu, ça ne marche pas. Non. Simplement, il faut éviter la rétroactivité des dispositions. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il peut y avoir des bouleversements au cours de la vie d'un projet, de l'économie d'un pays. Donc, et là, l'État est obligé d'ajuster, bien sûr. Oui, et là, ce qu'il faut, il ne faudrait pas que la disposition prise soit rétroactive et impacter l'économie de l'investissement, sauf si maintenant cette disposition est avantageuse. Absolument. Et à ce moment-là, on fait bénéficier l'investisseur. C'est le plus important de mon point de vue. Ça a toujours été le credo des investisseurs. Oui. Ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est de questionner pourquoi on a tablé sur 10 ans et non pas sur un délai plus court ou plus lent. Bon, on peut supposer que, étant en situation d'économie de transition, très fortement dépendant des hydrocarbures et en situation de mise en place d'une économie de marché dans la difficulté, on peut supposer que peut-être ceux qui ont réfléchi à ce délai-là voudraient avoir suffisamment de temps pour... Alors, on ne sait pas si c'est les lois du Code des investissements qui ne doivent pas changer pendant 10 ans, ou c'est le Code des investissements qui prévoit la législation économique de manière générale qui reste stable pendant 10 ans. Là, pour le moment, on n'est pas... En fait, c'est l'ensemble du dispositif juridique et réglementaire qui régit l'action d'investir. Si c'est d'aller à parler d'instabilité, il y a un terme plus grave qui a circulé, qui continue de circuler. On parle d'insécurité juridique.
plus grave en ce qui concerne. C'est un autre élément. Voilà, insécurité juridique quant à investir en Algérie. Donc, vous imaginez ce que c'est. Donc, de ce point de vue-là, le fait que le législateur et que le gouvernement viennent proposer une non-négociabilité, si je puis dire, de ce dispositif pendant 10 ans, c'est quand même un pas de progrès assez intéressant. Maintenant, ça c'est l'opérateur qui parle. Peut-être qu'il faudrait un peu moins de 10 ans, ou un peu plus, je n'en sais rien. Mais le fait qu'aujourd'hui, on insiste sur le facteur de stabilité et de sécurité juridique, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant à soulever et à saluer, Ahmed Lahari. D'accord. Oui, juste Bon, une petite parenthèse. Vous savez, en Algérie, nous avons des lois qui ne sont pas appliquées. Il y a des lois, par exemple la loi 2006 sur la convertibilité de la monnaie, qui a été adoptée par les deux chambres et qui, à ce jour, en 2022, n'est pas appliquée. Donc, quand vous parlez de 10 ans ou de 5 ans, moi je suis plutôt favorable à 5 ans pour des raisons de gestion de la chose économique en Algérie qui est un peu, disons, qui est en état un peu de gestation. Donc, est-ce que cette période de 10 ans va nous donner les garanties de l'obligation de l'application de ce dispositif juridique? C'est ça qui est important. C'est un engagement. Voilà. C'est un engagement. Voilà, ça c'est fondamental. Voilà. Parce que si on doit faire des choses sur 5 ans, 10 ans, ou comme vous dites 15 ans, un peu plus, c'est Azouz, là c'est possible, le jeu est ouvert. Mais est-ce que nous sommes capables d'appliquer la corbeille juridique qui va être proposée et d'en tenir rigueur et de l'appliquer à la lettre? C'est ça qui est important. Oui, moi, de mon point de vue, la durée, ce n'est pas un élément important. Non. Le plus important, et vous êtes opérateur, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, le plus important, c'est que lorsque vous investissez, vous vous basez sur un certain nombre d'éléments économiques. C'est ça. Il ne faudrait pas que ces éléments sur lesquels vous vous êtes basé soient chamboulés par une disposition qui vont fausser. C'est ça le plus important. Ça. Et c'est un signal extrêmement important pour l'investisseur, notamment étranger. Très bien. Donc, pardon. Et là, si on lui dit que dans la loi, dans le code des marchés de l'investissement, on lui dit que on vous garantit la stabilité des règles du jeu au moment de la signature de votre... Ça doit le motiver. Absolument. Et l'encourager. Oui. Et un autre élément... Et le tranquilliser. Voilà, On ne peut pas, à travers une loi, dire vous devez vous engager à appliquer la loi. La loi, elle est opposable. Vous n'avez pas besoin de lui dire vous devez vous engager à respecter la loi. Il est tenu de respecter la loi, que ce soit l'administration ou l'investisseur. Donc, on n'a pas besoin de le dire dans la loi. Vous êtes tenu de respecter les dispositions ou... Ça va de soi. Oui, non, ça va de soi, mais j'ai soulevé ce problème parce que l'Algérie, je donne quand même une information intéressante ce soir, c'est qu'elle est engagée dans plusieurs fronts. Il y a une quantité de procès qui ont été engagés contre les intérêts algériens à la Cour internationale et nous avons parfois perdu. Vous parlez de l'arbitrage. Oui, les arbitrages existent, surtout dans les hydrocarbures, vous êtes un expert dans ce domaine. Donc, c'est vrai. La loi, elle peut être... tout dépend de quel côté on se met de la loi. À double tranchant. Oui, il y a des arbitrages où l'Algérie a gagné, heureusement pour elle, et il y a des arbitrages où, quand la loi n'a pas été respectée, et dans ce cadre-là, l'Algérie a perdu. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce volet. C'est-à-dire, si nous arrivons à faire appliquer ce nouveau dispositif dans la durée et concrètement, toutes ces recommandations sont applicables, on évite le risque d'aller à l'arbitrage international comme nous sommes en train de vivre actuellement. Très bien. Voilà. Alors, il reste un petit quart d'heure, je ne sais pas si on aura le temps de tout aborder. Oui, bien sûr. Monsieur Bettata vient de parler des investissements directs étrangers. Et la question est toute simple. Les IDE, finalement, on en veut ou on n'en veut pas en Algérie maintenant avec ce nouveau code? On n'a pas le choix. Alors, vous dites on n'a pas le choix. Oui, selon ce que j'ai lu dans le document, oui, ce code de l'investissement, ce projet de code d'investissement vise les IDE. Pourquoi? Parce que d'une part, il prévoit un guichet unique dédié aux IDE. Les investissements directs. Voilà, forcément. Deuxième élément que j'ai relevé, c'est
la possibilité qui est donnée à l'agence de créer des bureaux de représentation à l'étranger. Pourquoi? Pour faire la promotion de la destination Algérie. Donc, on fait la promotion de la destination Algérie pour attirer des investisseurs étrangers et bien sûr notre diaspora qui souhaite contribuer au développement économique du pays. Donc oui. Oui, l'attractivité du doing business chez nous, elle souffre. Elle souffre énormément. On perd des places. Elle souffre pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, comment on le constate, nous, sur le plan économique, c'est quand nous avons eu des success stories dans le partenariat, que ce soit dans le ciment ou dans le pétrole, il y a eu quand même des opérations très intéressantes qui ont été montées en Algérie, qui ont réussi. Absolument, oui. Les responsables algériens citent nos partenaires amis et de notre économie qui sont engagés avec nous comme ayant réussi le parcours du combattant, généralement dans les réunions. Et effectivement, l'Algérie est un pays difficilement pénétrable sur le plan économique, comme a dit Si Azzouz, particulièrement à cause de son instabilité juridique et un petit peu son labyrinthe de l'interprétation de la loi. Chacun un petit peu interprète à son niveau la loi. C'est un problème un petit peu qui est causé par le vide juridique sur un certain nombre de dossiers sensibles. Donc, quand on se met à la place d'un opérateur économique étranger qui arrive sur le marché algérien, par rapport à nos pays voisins, effectivement, on est handicapé. On est sérieusement handicapé. On peut offrir à travers ce code des investissements la possibilité de rattraper ce retard, cet handicap. Et moi, je suis un partisan de faire mieux. Parce que l'Algérie, contrairement aux pays voisins de la région, est un pays où le marché est un marché de consommation, de forte consommation. Nous avons à peu près 45 à 50 millions d'Algériens à l'horizon 2025. La population algérienne maintenant est considérée comme une société de consommation. Elle consomme des biens, elle s'équipe, elle se loge, elle se nourrit bien. Donc les investissements, les IDE sont intéressés par cette attractivité du marché. Maintenant, comment faire, etc., pour en tirer profit aussi. Parce qu'il ne faut pas uniquement leur donner la possibilité de venir et de ne pas en bénéficier. C'est ça. Voilà. Donc, à nous de voir. Sur la question des IDE, André Azzouz? Oui, la réponse c'est qu'on n'en veut plus que jamais. Ah oui. En 2009, on avait un pic d'IDE autour de 2 milliards 750 millions de dollars. 2009. Entre 2018 et 2020, on est autour de 1 milliard 120 millions. Donc vous imaginez la contraction de ces investissements-là. Donc on n'en veut plus que jamais. Et puis, sans capitaux étrangers, vous ne pouvez pas construire un véritable marché. Nos opérateurs ne peuvent pas créer des liens d'affaires et d'investissement. Et puis, en termes d'image, un pays qui est ouvert aux investissements étrangers et qui est capable de les capter, c'est un pays qui est solvable, c'est un pays qui est fiable, avec lequel il est bon de faire des affaires. Donc, pour répondre à votre question, on n'en veut plus que jamais. Parfait. Si vous permettez, il m'a donné une idée, c'est que effectivement l'attractivité de l'Algérie, il y a un certain nombre de critères il n'y a pas que le code de l'investissement, il y a d'autres facteurs qui impactent l'attrait des investisseurs étrangers. Et il y a vous avez parlé de parcours de combattant. Maintenant, si on veut donner un signal fort, notamment aux investisseurs étrangers, la seule, de mon point de vue, une solution, c'est de digitaliser toutes les procédures. Donc il faudrait qu'on soit en face d'une machine qui demande un certain nombre d'informations et de documents, et à l'issue du traitement, on a notre autorisation, et par la suite, l'administration concernée aura toute la latitude de faire les vérifications et les contrôles nécessaires des affirmations de l'investisseur. Et là, je vous assure que
c'est un signal extrêmement fort Absolument. pour l'investisseur, qu'il soit national ou international. Bien sûr. Alors, en 10 minutes, j'ai envie d'aborder 2 points avec vous. On va parler dans un instant de la pression fiscale. Mais d'abord, la convertibilité du dinar, c'est un point qui vous tient énormément à cœur, Monsaf Boudalba, au point où vous parlez carrément, et je vous cite, autarcie monétaire. Vous employez carrément cette expression. Ben oui, parce que, soyons un petit peu, disons, Réaliste. sérieux dans l'analyse. Je pense qu'il y a des sujets en Algérie qui méritent d'être dépassionnés. C'est-à-dire que le débat doit s'installer d'une manière sereine, d'une manière pérenne, et donner la possibilité d'expliquer aux Algériens le pour ou le contre de telle ou telle mesure. En ce qui concerne la convertibilité de notre monnaie, aujourd'hui, tous les Algériens considèrent qu'une allocation touristique de 100 euros, 120 ou 130 euros par an ne correspond pas à la réalité des chiffres que doit se mettre en place en Algérie. Ce n'est pas possible qu'un Algérien puisse aller à l'étranger, voyager, se soigner. Avec une somme aussi dérisoire. Oui, bien sûr. Donc, même sur le plan touristique, d'ailleurs, elle s'appelle allocation touristique. Est-ce que vous pensez aller faire du tourisme? Dans quel pays au monde vous allez faire du tourisme une fois par an avec 130 ou 120 euros ou 120 dollars ou 150 dollars par an? Ce n'est pas possible. Donc, les Algériens ne sont plus des enfants, nous sommes mûrs, nous aimons notre pays. Nous connaissons les capacités financières de notre pays. Aujourd'hui, heureusement pour nous, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rendez-vous. Je pense qu'il y a un débat qui doit faire l'objet d'une inscription nationale de ce problème de l'accès à la devise. Non seulement d'abord pour réconforter... Alors, pour les particuliers, c'est déjà la galère, mais on parle surtout pour les investisseurs. Là, c'est une autre paire de manches. Non, attendez, d'abord pour le particulier, c'est une galère pour la simple raison que c'est aussi lié à l'informel. Parce que vous savez qu'en Algérie, les chiffres que nous avons évolués, enfin que nous détenons, différents chiffres de différents ministères d'ailleurs, commerce et industrie et finances, on parle d'à peu près équivalent dinar de 80 milliards de dollars d'informel en Algérie. C'est quand même un chiffre, c'est le double du PNB algérien, actuellement, à l'heure au moment où je vous parle. Donc, ça, c'est pas normal. Donc, je pense que le débat sur la convertibilité doit se poser intelligemment, et là, je vous rejoins sur le plan des entreprises, parce que quand vous avez une transparence d'échanges monétaires, vous avez une diminution de fraude, de surfacturation, il y a la réalité des prix qui s'installe, il y a une compression de la masse monétaire, et donc ça ne peut être que bénéficiaire. Bon, il y a un examen de passage sur une période déterminée à prendre en considération, il va sûrement y avoir des dépassements. La loi du monnaie et de la crédit. Oui, en 2006, elle a été adoptée. Ouais, mais jusqu'à présent, elle n'a jamais été appliquée. Il y a même cette loi de 2006, je parle sous le contrôle de M. Betata, je pense qui autorise même l'ouverture de bureaux de change et qui n'a jamais été appliquée. C'est une anomalie qu'il faut corriger. Maintenant, est-ce qu'on doit la corriger d'une manière générale? Je ne sais pas. Les modalités d'application, peut-être que doivent faire l'objet, dans ce cadre de ce nouveau code des investissements. Justement, est-ce qu'il prévoit un chapitre sur la convertibilité? Je le souhaite, en tout cas je le souhaite. Je ne suis pas... Non, à mon avis, non. Je le souhaite parce que c'est quand même un volet important de notre économie. Quand on voit aujourd'hui toutes les décisions qui sont prises... lancer un appel ce soir, la mouture n'est pas définitive, moi, je donc pense que, ne vous gênez pas. Oui, moi je pense c'est une tribune. Oui, moi je pense que l'Algérie mérite ce sujet. Je pense que les Algériens ont le droit de disposer de leur argent, ont le droit de disposer d'une manière légale, avec une traçabilité, parce que, permettez-moi ce soir de vous dire que sur le plan international, aujourd'hui l'origine des fonds et la traçabilité sont des conditions sine qua non pour votre commerce extérieur. Si vous n'êtes pas capable de fournir une traçabilité de votre argent et l'origine de vos fonds, vous ne pouvez pas aller à l'export. Très bien. Attention. Et il faut que ce soit bien clair. La pression fiscale, messieurs... Juste une question, oui. si tu permets. Oui. C'est vrai que c'est sur la convertibilité. Oui, c'est un débat qui mérite d'être posé, comme tous les débats concernant l'économie de notre pays.
Mais je me pose la question si c'est une urgence. Par rapport à une autre qui est réellement posée par les opérateurs, c'est la question de la réglementation des changes. Là, vous avez des opérateurs qui sont à l'export, qui se déploient sur des marchés extérieurs, qui ont des difficultés énormes, parce que la réglementation des changes, aujourd'hui, il y en a qui parlent de restrictions, de réglementation. Pour les services. Il y en a qui parlent de réglementation répressive. Moi, je dirais qu'elle est un petit peu restrictive. Même si, ces derniers mois, on a assisté quand même à un appel d'air chez les opérateurs du digital qu'a évoqué tout à l'heure Sidalé. Je pense que la question de la réglementation des changes, c'est réellement une urgence, parce que nous avons des opérateurs qui font de belles choses à l'extérieur, ceux qui sont par exemple dans l'industrie médicale, qui sont dans la pharmacie, mais il y a d'autres aussi qui sont dans l'agroalimentaire, et qui, à cause de cette réglementation qui est encore très serrée aujourd'hui, ne peuvent pas faire fructifier leurs affaires et travailler comme ils le souhaitent. Parfait. Oui, j'ouvre une petite parenthèse rapidement pour parler de pression fiscale. Pour justement conforter ce que vous venez de dire. Ce volet est géré par la Banque centrale en Algérie. C'est vrai. Vous êtes au courant. Donc, disons que la Banque centrale, elle fait un travail remarquable. Ce sont des experts, on les connaît, on travaille avec eux, on se consulte régulièrement, etc. Mais simplement, quand je parle de la convertibilité, c'est exactement, on dit la même chose. C'est la loi sur l'accès à la devise. Que ça soit la réglementation déjà. Que ça soit une opération d'export ou une opération d'import. Parce que même les gens qui sont, comme nous, industriels dans l'activité d'achat de services, matières premières et d'équipements à l'étranger, nous sommes confrontés à ce problème de la convertibilité de la monnaie, parce que vous savez que l'infraction à la réglementation des changes relève du pénal à ce jour actuellement. Et je vais vous faire une confidence. Par exemple, si un opérateur algérien, et là je ferme tout de suite la parenthèse, je m'excuse de prendre ce temps-là, parce que c'est important de signaler ces anomalies de fonctionnement. Quand un opérateur algérien est confronté à une escroquerie, ça arrive très souvent dans le commerce extérieur. C'est-à-dire que vous êtes destinataire, vous avez fait une commande, vous êtes destinataire d'un équipement, vous recevez les documents, vous faites l'échange des documents par canal bancaire, tout se passe très bien, vous envoyez donc l'argent, puisque vous avez reçu les documents maritimes ou aériens, les BL qui vous permettent de faire l'échange officiel dans une banque algérienne, et puis le matériel n'existe pas. Eh bien, l'argent est sorti. Et vous savez que si vous sortez 1 euro ou 1 dollar, vous tombez sous le coude de la loi et vous avez fait une infraction au code n'est-ce pas, de la réglementation d'échange, et vous tombez sous le coude du pénal de la loi algérienne. Alors, c'est vrai que c'est valable pour l'export et c'est valable pour l'import. Donc, quand je parle d'un débat serein et installé dans la pérennité, ce n'est pas uniquement pour le consommateur algérien pour aller en vacances. C'est une décision politique qui doit prendre tout en considération. L'accès à la devise. Quelques minutes pour parler de pression fiscale. Est-ce que ce nouveau code prévoit une diminution de la charge fiscale sur les entreprises? Tout le monde sait, moins d'impôts pour une entreprise veut dire plus d'investissement, plus création de richesse, plus de recrutement. Est-ce que réellement c'est un point qui est aujourd'hui mis sur la table? Moi, à notre niveau à Algeria Invest, nous avons justement analysé ce projet-là et nous avons malheureusement identifié un certain recul par rapport à la loi de 2016, notamment en matière de TVA. C'est vrai. La loi de 2016 prévoit une exemption totale de la TVA pendant... Bien sûr. Alors que le projet prévoit de différer le paiement de la TVA sur une période de 3 ou 5 ans, ça dépend de la phase où on est. Et là, donc, on n'est pas exempté de la TVA, donc on diffère le paiement sur une durée de 3 ans. Donc là, c'est un recul. Et en plus, un autre élément que j'ai oublié tout à l'heure de citer, c'est que le projet de code d'investissement renvoie à plusieurs voies réglementaires, donc ce qui induit l'élaboration de plusieurs textes réglementaires en parallèle avec. Donc il faudrait que le code des investissements soit
élaboré et passe par les deux chambres et signé par le président de la République en même temps que les textes d'application. Sinon, c'est une aberration. Je terminerai avec vous. Mansour Bouderba, sur la pression fiscale. La pression fiscale, vous savez, je vais dire une réalité cruelle ce soir. On fait que ça depuis le début, en principe. Hein. Non, celle-là, c'est la plus lourde. Ah bon? Oui. Malheureusement, je termine avec, c'est dommage. J'aurais préféré terminer sur une note positive. On termine toujours en beauté. Oui, mais quand même, il y a 80% de notre facturation qui n'est pas aujourd'hui déclarée en Algérie. Les Algériens négocient entre eux en espèces, avec un défaut de facturation. Nous avons 20% de notre commerce intérieur, n'est-ce pas, qui fait l'objet ce que vient de dire mon ami Betata, d'une facturation classique, avec TVA ou pas, ça c'est un autre débat. Donc, si vous permettez ce soir, moi je suis un partisan de l'amnistie fiscale, graduelle, sectorielle, peut-être, mais il faut aussi se pencher sur ce problème. Il faut amener les Algériens à reprendre confiance en leur dinar. Et comment on fait ça? Et les en administration encourager, fiscale aussi. oui, les encourager à facturer, parce que si aujourd'hui vous facturez moins, vous allez exposer le pays à un danger. Il faut donc réencourager l'Algérien à facturer et à pouvoir travailler normalement. Si l'Algérien facture et n'est pas dépossédé de son activité, il va continuer à facturer. Mais si vous avez l'effet contre-productif, l'Algérien va fuir la facturation et va travailler avec de l'espèce. C'est pour ça qu'on a un problème de chèque, c'est pour ça qu'on a un problème... Tout à l'heure, vous parlez de digitalisation, on n'arrive pas à numériser nos transactions commerciales dans ce pays. Et ça, c'est pas acceptable en 2022. Donc, comment faire? Et je termine par la confiance. Ça fait partie, justement, d'une des mesures fondamentales pour retourner à la confiance. De rétablissement. Oui, il faut donner la possibilité aux Algériens de dire, écoutez, on va faire une halte. Pour combien de temps, je ne sais pas, je ne suis pas habilité à le dire, moi, ce soir. Mais on va essayer de réunir tous les atouts pour retourner vers une facturation dite juste et qui permet de retrouver la confiance économique dans ce pays. Et je pense que ça vaut la chandelle, ce soir, de poser ce problème, au même titre que la réglementation d'échanges que nous avons parlé tout à l'heure. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Mansour Bouderba, je rappelle, chef d'entreprise, consultant pour les organisations patronales. Également avec nous, Sidali Betata, consultant technique I2B, promoteur de Algeria Invest, cette plateforme qui nous donne plein d'informations sur l'investissement et bien sûr, l'habitué Nordine Azouz tous les mercredis. Merci à vous, messieurs, d'avoir animé ce débat. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À très vite. Bonne soirée.